Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast sur Fréquence SMU, la tribu des huluberlus. Au programme, nous écouterons Héloïse qui nous parlera de la pollution lumineuse, Élise des Pays Rajudes, Camélia de la BIC, Raphaël nous parlera écologie, Alessia des chiens guides pour aveugles, Lola les mangas, Florian l'appel, Anastasia Esther William, Enzo l'écologie, Diane la confiance en soi, et Yana et Manon le concours Miss France, Mathilde sur les lois absurdes et moi-même sur Zelda. Nous commençons avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Héloïse. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pollution assez spéciale, de plus en plus néfaste pour l'environnement. Il s'agit de la pollution lumineuse. Mais comment la lumière peut-elle être une source de pollution ? Et pourquoi la pollution lumineuse est-elle un si grand danger pour notre planète ? Je vais vous expliquer dans cette chronique ce qu'est la pollution lumineuse, ses risques et les potentielles démarches à suivre pour éviter ces risques. Tout d'abord, qu'est-ce que la pollution lumineuse ? On estime que la lumière pollue à partir du moment où celle-ci est produite par des éclairages artificiels si nombreux et omniprésents qui nuisent à l'obscurité naturelle de la nuit sur la faune, la flore, la fange et les écosystèmes. Qu'est-ce que la fange ? C'est le règne des champignons. Comment se propage la lumière pour devenir pollueuse à ce point ? La lumière artificielle transmise par les gouttes d'eau, les particules de poussière et les aérosols en suspension dans l'atmosphère font aussi partie de la pollution lumineuse. Elle crée des ciels nocturnes rose-orangés au-dessus des villes et cache les étoiles qu'on voit par conséquent mieux à la campagne qu'en ville. Quelles sont les conséquences ? Le surplus de lumière est un très grand danger. Chez l'homme, elle est suspectée de dérégler l'horloge biologique, d'altérer le système hormonal qui a besoin de 5 à 6 heures d'obscurité pour bien fonctionner, et la sécrétion de mélatonine, hormone qui affecte le sommeil, la libido et le vieillissement. Également, selon certains chercheurs, produire moins de mélatonine peut être un facteur aggravant de cancer. D'autres études ont mis en évidence une apparition moins importante de cancer chez les aveugles. Y a-t-il d'autres conséquences ? Les animaux, insectes, plantes et champignons sont aussi très affectés par cette pollution lumineuse. Elle trouble les sens des animaux qui utilisent la lumière de la lune et des étoiles et leurs reflets sur l'eau pour s'orienter, traquer leurs proies et fuir leurs prédateurs de la nuit. Énormément d'insectes nocturnes sont ainsi attirés par les lumières et meurent d'épuisement ou carbonisés. Les amphibiens se retrouvent aveuglés et ne peuvent plus distinguer leurs proies de leurs prédateurs. Chez les reptiles, cette pollution menace les tortues marines qui ne retrouvent plus les sites de ponte, tandis que les petits qui viennent d'éclore sont attirés par les villes et les routes, et non le reflet de la lune dans la mer. Les poissons migrateurs s'arrêtent autour des ponts éclairés et ce retard perturbe la période de leur reproduction. Les oiseaux, eux, profitent parfois de cette lumière nocturne pour accroître leur durée d'alimentation et se multiplier, comme c'est le cas pour les pigeons et les étourneaux. Les oiseaux migrateurs, en revanche, ne perçoivent plus les étoiles qui les guident, dérivent de leur route et s'épuisent. Les plantes sont soupçonnées, car on ne l'a pas encore démontré, de moins se reposer la nuit à cause du surplus de lumière, et les éclairages artificiels perturbent leur croissance et leur font perdre leurs feuilles trop tard. Pour finir, l'horloge biologique des champignons se dérègle atrocement, ce qui perturbe énormément leurs écosystèmes. Quelles sont les solutions face à tout cela ? Bien évidemment, devant toutes ces conséquences, des chercheurs ont voulu tester différents types de lumière et chercher tous les éclairages inutiles pour pouvoir proposer des solutions au gouvernement. Par exemple, les lumières rouges et jaunes, sont beaucoup moins nocives, voire même pas du tout pour les animaux, comparées à la lumière bleue. Utiliser des lampadaires n'éclairant que le sol et diminuer la luminosité des panneaux publicitaires, voire même les éteindre la nuit serait idéal. Des luminaires éclairant de couleurs différentes en fonction du temps et des saisons et ne s'activant que lors d'un passage humain, à pied, en voiture et en vélo, ont été mis en place aux États-Unis dans le but d'une expérience sur les animaux sauvages qui a porté ses fruits. À Toulouse, éteindre les lumières la nuit fut une expérience qui n'a pas fonctionné en banlieue et le test n'a pas été effectué en centre-ville car tout éteindre serait mal compris par la population, a déclaré Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire en charge de l'éclairage public. Mais des lumières intelligentes ont tout de même été installées et ne s'allument que lors d'un passage, ce qui pollue moins que de simplement couper les lumières à de certaines heures de la nuit. Bref, la pollution lumineuse est dangereuse pour presque toutes les espèces vivantes sur Terre et le mieux serait d'adopter les bons gestes pour éviter le pire.
On peut sûrement trouver une solution à l'échelle de chacun qui nuirait à personne, mais quoi? À vous d'y réfléchir. Merci beaucoup Héloïse pour cet article très rien. intéressant. Nous allons maintenant passer à la chronique de Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la station de ski Peyragudes. Où se trouve cette station de ski? Cette station de ski se trouve aux Pyrénées, à 171 km de Toulouse, et il faut environ 2h10 pour y arriver en partant en voiture. Ce n'est pas très loin. La station se situe à une altitude de 1610 mètres et les sommets de montagne atteignent 2400 mètres. Cette station de ski regroupe de petits magasins de vêtements chauds, de ski et plusieurs restaurants. Donc si on a froid, on peut aller s'acheter des bottes ou des manteaux. Et on a du choix pour choisir où manger et où séjourner. Depuis ces hôtels, on a une très belle vue et on peut parfois voir de grands troupeaux de moutons descendre des montagnes. Et que peut-on y faire? En hiver, on peut aller faire du ski sur ces montagnes avec 51 pistes et avec des niveaux appropriés à tous. Et en été, on peut y faire de belles randonnées et avec un peu de patience, observer des marmottes en liberté depuis le marmottoscope, qui est une cabane où on peut observer les marmottes en étant cachées. En descendant grâce à des œufs à partir de Peyragudes, on atteint le village de Loudanvielle, qui est connu pour son grand lac et sa tour. Si vous aimez les montagnes et les beaux paysages, vous pourrez réserver vos prochaines vacances peut-être. Merci beaucoup Élise. Je suis sûre que nos auditeurs adoraient aller visiter la station des Peyragudes. Maintenant, nous passons à Camélia. Camélia, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un animal que je trouve splendide, la bique. C'est quoi une bique? La bique est un mammifère herbivore d'assez petite taille qui mesure de 41 à 58 cm au garrot avec des cornes arquées ou parfois sans. La bique est très agile, sa température interne normale est un peu élevée. Sa température est de combien? Sa température va de 38 à 39,5 degrés Celsius. Où peut-on trouver une bique? On trouve la bique plus particulièrement en montagne, en Afrique du Nord ou en Asie. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais les biques ont leurs pupilles rectangulaires et horizontales. Et ça leur sert à quoi, leurs pupilles rectangulaires et horizontales? Eh bien, cela leur permet d'avoir un plus large champ de vision. La bique a 32 dents. Quand elle est adulte, son espérance de vie est de 15 à 18 ans. La bique possède 4 estomacs. Elle se nourrit de toutes sortes de végétaux sauvages ou cultivés. Et c'est quoi sa préférence d'herbe? Ce qu'elle préfère, c'est des herbes appelées Lorforbe, Ésiule et Kudzu, qui sont de belles herbes. Les biques sont efficaces pour le désherbage. Elle peut être une solution écologique pour remplacer la tondeuse, par exemple. Ça s'appelle l'éco-pâturage. Cette solution est utilisée dans les villes, mais aussi dans les villages et les montagnes. L'éco-pâturage est aussi utilisé par la SNCF depuis 2012 pour entretenir la végétation, mais aussi pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Comme par exemple, quel animal fait partie des espèces exotiques envahissantes? Il y a le rat noir qui fait partie des espèces envahissantes exotiques. La bique est intelligente et est une excellente grimpeuse dans les coins rocheux. Et quels coins rocheux? Les murailles et parfois les arbres. Elle appartient à la famille des bovidés. C'est une sous-famille des caprins. Il existe des biques domestiquées, mais aussi à l'état sauvage, dans quelques terres du Caucase, d'Iran, d'Afghanistan ou d'Irak. La domestication de biques date au moins du 8e millénaire avant Jésus-Christ.
Merci beaucoup, Camélia, pour ce superbe article. Nous allons maintenant passer à Raphaël. Raphaël, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du mode de vie des Français et les processus de production des biens et les services sur le territoire national, exerçant de multiples pressions sur les différents compartiments de l'environnement, les milieux terrestres, aquatiques et marins, l'air, les sols, d'usage des sols, extraction des ressources naturelles, production de déchets, rayonnement, etc. Les impacts qu'elles engendrent peuvent affecter l'intégralité de la biodiversité et plus globalement celle des écosystèmes. Cette dégradation peut